est-ce qu'il y a d'autres vies sur d'autres planètes et même en dehors de notre système solaire. Alors déjà, l'Antiquité, plus de 2000 ans avant notre ère, les Égyptiens, les Babyloniens, surtout des philosophes naturels, un grec depuis Thalès jusqu'à Aristote, passant par Épicure, etc., ont mentionné dans leurs écrits ou dans leurs discours l'existence possible d'autres terres. Donc, ils avaient déjà clairement l'idée que ça pouvait exister. Et puis, après, il y a eu une période de calme et jusqu'à la Renaissance où, je ne vais pas citer tout le monde, mais enfin, il y en a un qui était connu parce qu'il avait des idées qui ne correspondaient pas à ce qu'il fallait dire à l'époque, mais enfin, Giordano Bruno, mais il avait quand même dit qu'il pensait qu'il y avait une infinité de terres qui tournent autour de leur soleil. Donc, c'était une bonne vision de ce qui pouvait exister. Et puis, évidemment, tous se sont interrogés sur l'hypothèse d'autre monde. Un peu plus près de nous, au XVIIIe siècle, La Fontenelle, qui a même écrit un bouquin, entretient sur la pluralité des mondes. Voyez. Et puis, dans le cadre de l'origine de la vie, eh bien, évidemment, il y a Darwin qui est connu pour son écrit sur l'origine de l'espèce par les sélections naturelles. Et puis, on peut citer parmi les naturalistes français Buffon, évidemment, qui a ouvert un peu la porte, même qui a ouvert la voie à Darwin, Buffon et Lamarck, qui étaient ses précurseurs. Voilà, donc ceci dit, les exoplanètes, puisque ce soir on va parler des exoplanètes et voir comment on les détecte, mais je ne vais pas trop m'étendre sur cela. On va regarder un petit peu quels sont les résultats, où on en est sur ce sujet aujourd'hui. Là, j'ai mis cette image qui parle par elle-même. C'est-à-dire, ce qui est important aujourd'hui, enfin, depuis quelques décennies, on sait comment les étoiles se forment. Et donc, on a remarqué que dès qu'une étoile se forme, eh bien, autour de cette étoile, quelle que soit sa taille, il y a des résidus qui restent dans un disque qu'on appelle le disque protoplanétaire et qui tournent autour de cette étoile. En fait, c'est les résidus de ce qui n'a pas été utilisé par l'étoile pour se constituer. Et dans ces résidus, on trouve évidemment surtout du gaz, mais on trouve aussi ce qu'on peut appeler des poussières, qui sont petites au départ, mais finalement, par le mouvement de rotation, par les chocs entre elles, par les forces de gravitation qui s'exercent entre des masses, eh bien, ça finit par faire des petites structures, des planétésimaux qui deviennent de plus en plus gros et qui finalement peuvent devenir des planètes. Et puis, quand les restes des restes, on peut dire, eh bien, ça peut devenir des astéroïdes ou des comètes, tout ce qui n'a pas été utilisé au cours du temps. Mais quand on voit ce schéma, on se dit que finalement, certes, ça répond à des lois de la physique qu'on connaît bien maintenant, notamment les forces de gravitation, les forces de friction, etc. Mais l'assemblage de ces planètes va se faire sur des orbites finalement aléatoires. Ça va dépendre des circonstances. Il y a une part de hasard, si vous voulez, qui joue énormément. Et puis la taille de ces planètes va jouer, ce qui fait que selon la taille, eh bien, elles vont avoir des influences gravitationnelles entre elles différentes, et ce qui va les amener peut-être à se déplacer pour un jour se stabiliser sur certaines orbites. Donc, ce qui va nous amener à dire à quoi vont ressembler finalement les systèmes planétaires qu'on va trouver autour de toutes ces étoiles, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Et comme on sait que toutes les étoiles se fabriquent de cette manière-là, ça ouvre la porte évidemment à des tas de scénarios de constitution de systèmes planétaires. Alors évidemment, vous savez tous que la première a été détectée en 1995. La première détectée et confirmée, j'ai marqué, parce qu'il y en avait une un peu plus tôt, quelques années plus tôt, qui avait été détectée, mais c'était un système spécial autour d'une étoile à neutrons, mais elle n'a été confirmée que plus tard. Donc, la confirmation officielle d'une première exoplanète, c'est Mayer et Kellos qui ont eu pour cela le prix Nobel de physique en 2019. Et en fait, cette détection, elle a ouvert carrément la porte à une nouvelle discipline, on va dire, parmi les scientifiques, c'est-à-dire la recherche des exoplanètes autour d'autres étoiles. Alors, on doit quand même cette découverte, on peut être content de cela et fier de cela, je dirais, puisqu'elle a été faite pas loin d'ici, à l'Observatoire de Haute-Provence, avec le télescope que l'on voit ici, que j'avais photographié à l'époque d'ailleurs, le 193 cm de l'observatoire sur lequel est monté un système spectrographique avec des fibres de verre. Donc, avec cet instrument, finalement relativement modeste par rapport à ce qui existait déjà même à ce moment-là, eh bien, il y a eu un résultat assez exceptionnel. Alors, j'ai parlé de spectroscopie, de spectroscope monté sur ce télescope. C'est la première planète détectée, elle a été faite au moyen de la spectroscopie. Alors,
Pour détecter les planètes, il y a deux grandes méthodes. Il y a des méthodes indirectes, on va voir déjà, et ces méthodes indirectes font qu'on ne voit pas directement la planète, mais on voit les effets qu'elle provoque sur l'étoile. Donc c'est comme ça qu'on les repère. Alors la première méthode dont vous avez tous entendu parler, c'est la méthode dite des vitesses radiales, qu'on appelle aussi vélocimétrique, puisqu'il s'agit de voir la vitesse de déplacement de l'étoile sur la ligne de visée d'un observateur, hein, du fait de la masse que représente l'étoile, mais surtout la planète qui tourne autour d'elle, eh bien, le mouvement engendré sur l'étoile autour d'un centre de masse que l'on voit ici avec une petite croix, eh bien, fait que la planète paraît, par rapport à l'observateur, s'avancer et se reculer. Non, elle avance et elle recule. Et c'est ce mouvement de va-et-vient que l'on peut repérer dans un spectre comme on le voit ici. Alors, le spectre, il faut qu'il ait des raies, évidemment, des raies qui soient suffisamment visibles pour qu'on puisse mesurer le balancement et la vitesse du balancement. Ce qui veut dire qu'il faut que les spectroscopes soient suffisamment pointus au point de vue performance, notamment au point de vue résolution. Et puis, cette technique, on voit le mouvement de la planète, eh bien, représente un mouvement sinusoïdal, hein, à chaque fois que la planète fait un tour autour de l'étoile. Alors là, on a une sinusoïde qui est parfaite parce qu'on assume que dans ce cas-là, l'orbite de la planète est parfaitement circulaire, mais dans bien des cas, il y a une petite excentricité, voire une grande excentricité qui se manifeste dans la forme de la sinusoïde. Alors, cette méthode, elle permet de mesurer la masse de la planète. D'abord, pour mesurer la masse, on mesure le rayon de la planète qui se mesure, sans rentrer dans les détails, mais enfin, on utilise la troisième loi de Kepler, hein, qui permet de relier l'orbite au rayon de l'orbite entre l'étoile et la planète. Et puis ensuite, comme on a d'autres paramètres connus, la vitesse de l'étoile par son balancement, eh bien, on peut, en utilisant en plus une des lois de Newton, finalement arriver à déterminer le rayon du système. Et fort de tout ça, la vitesse de déplacement de la planète que l'on peut calculer, la vitesse de déplacement de l'étoile, eh bien, ça nous amène à connaître la masse de cette planète. Et c'est ce qu'on voulait avoir. Seulement, on n'a que la masse dans cette méthode, par cette méthode-là. Vous voyez, j'ai mis un chiffre. Il y a eu 820, on y reviendra, mais 824 planètes détectées déjà par cette méthode-là. Alors, l'autre méthode, qui est une autre méthode indirecte, c'est la méthode des transits planétaires. Une méthode dite aussi photométrique, puisqu'il s'agit en fait là de mesurer la baisse de lumière que représente le passage d'une planète devant son étoile. Alors, plus l'étoile est grande, plus l'étoile est petite et la planète grande, évidemment, plus l'effet va être marqué et inversement. Donc, on verra que ça doit être un des biais d'observation de cette méthode. Alors, cette méthode qui s'emploie surtout depuis l'espace, d'ailleurs, parce qu'en fait, pour qu'on n'ait pas de problème de l'atmosphère et du signe, ça marche beaucoup mieux avec des télescopes spatiaux, alors que la méthode d'au-dessus peut se faire d'espace, bien sûr, mais elle se fait également du sol. Donc, c'est un petit peu un avantage de cette méthode par rapport à la méthode indirecte photométrique. Alors, sur cette méthode indirecte des transits planétaires, en fait, il s'agit d'une éclipse, hein, on arrive à mesurer le diamètre, enfin le rayon de la planète qui passe devant l'étoile. Et en rapportant ce rayon, la surface en fait, de la planète à la surface d'étoile, faisant le ratio des deux, on arrive à déterminer le rayon de la planète. Et également, on peut avoir, comme dans la méthode d'au-dessus, la période orbitale et donc avoir une information supplémentaire intéressante. Et par cette méthode-là, on en a découvert 3306, plus de 3000 on va dire. On doit ça évidemment à un télescope qui a été particulièrement en performance sur le sujet, c'est le télescope Kepler. Mais on reviendra sur cela un peu plus tard. L'autre méthode, alors encore très peu utilisée, parce qu'elle est assez contraignante, mais c'est la méthode dite astrométrique, qui peut s'employer du sol, mais également de l'espace. Cette méthode, elle permet de mesurer le mouvement propre d'une étoile. Vous savez que si on regarde une étoile sur le fond du ciel, eh bien, comme elle tourne dans la galaxie, où elle peut subir des influences d'autres étoiles, et voire d'une planète qui tourne autour d'elle, eh bien, son mouvement de déplacement sur le ciel, qui est normalement linéaire, va subir des perturbations
comme on le voit ici, j'ai mis une trajectoire, ben, l'étoile, sur le plan vertical par rapport à l'observateur, va pouvoir avoir un déplacement qui n'est pas direct, qui n'est pas linéaire. Et grâce à ce déplacement, eh bien, on va pouvoir en déduire la masse de l'objet qui tourne autour de l'étoile. Évidemment, ça, il ne faut pas que le système soit trop loin pour qu'on puisse utiliser cette méthode-là, mais surtout les contraignantes par rapport au temps. Parce que pour qu'on puisse mesurer un déplacement d'étoiles sur le ciel et une planète autour d'elle, il faut de nombreuses années. Et là, j'ai mis un exemple en bas entre, par exemple, il faut au moins 2 ans, 2016-2018, pour voir un mouvement qui puisse apparaître. Mais cette méthode, quand même, va se développer quand même de plus en plus, et notamment avec le satellite Gaia, dont vous avez dû entendre parler, qui est un satellite astrométrique et qui, justement, a pour but de mesurer les positions de millions, voire milliards d'étoiles. Et notamment, il peut apporter ce genre d'informations complémentaires et qui peut aider à confirmer ou à trouver la masse d'une planète autour d'une étoile. Donc, ça peut être une méthode complémentaire des deux précédentes. Voyez. Alors, l'autre méthode, c'est les méthodes directes. En direct, évidemment, ça veut dire qu'on va voir directement la planète autour de l'étoile. Alors ça se fait en imagerie visible. Hein, on braque le télescope sur une étoile et puis on regarde ce que l'on voit. J'ai mis 2 exemples. Le premier, en bas, c'est l'exemple de Beta Pictoris, qui est la première étoile qui nous a montré ou laissé découvrir une planète tournant autour d'elle. On voit un petit point blanc. Et en orange et jaune, on voit le disque protoplanétaire. Donc, c'est un système qui est vu par la tranche et qui a permis de voir le déplacement d'une planète assez grosse, évidemment, autour de cette étoile. Mais dans ce cas-là, il faut que la planète soit très éloignée de l'étoile, qu'elle soit grosse, et surtout très éloignée pour qu'on ne soit pas ébloui par l'étoile et qu'on puisse arriver à discerner sa lumière, enfin, la lumière que l'étoile réfléchit sur ces planètes d'une manière suffisamment distincte. Enfin, c'est une méthode qui a son intérêt aussi, mais qui permet de détecter donc, des grosses planètes assez loin de l'étoile. Voilà. Et puis ensuite, il y a un autre exemple à droite, c'est HR 8799, qui est bien connu aussi. Et vous voyez des lettres B, C, D, E. Là, vous avez quatre planètes qui gravitent autour de cette étoile HR 8799. Ce sont 2 exemples, mais c'est des exemples emblématiques de ce qu'on a pu trouver avec la méthode de l'imagerie directe. Donc voilà pour les outils. Alors il y en a d'autres, mais ils sont moins utilisés, je ne vais pas m'étendre dessus. C'est les lentilles gravitationnelles notamment, qui permettent de détecter parfois une planète autour d'une étoile par l'effet de l'amplification de la lumière que crée ce type de corps très massif. Alors, grâce à ça, finalement, on voit que les 2 méthodes, elles sont, voire 3, mais enfin les 2 principales, les 2 premières sont complémentaires. La première, vitesse radiale, nous donne donc le rayon. On a vu qu'à partir du rayon et de la distance étoile-planète, on arrive à connaître la masse. Et puis la deuxième méthode, les transits, nous donne aussi un rayon de planète et elle permet de calculer le volume, puisque dès lors qu'on a le rayon 4 tiers de Pierre 3, on arrive à voir le volume de la planète. Et donc, en combinant les deux, la masse volumique va nous donner la densité. Alors là, c'est extrêmement intéressant, parce que quand on a la densité de la planète, on peut se faire une petite idée de savoir si elle est rocheuse ou gazeuse déjà. Donc, c'est extrêmement intéressant. Le problème, c'est qu'évidemment, il faut que pour une planète donnée, on ait ces 2 informations. Donc, on va chercher par tous les moyens, dès lors qu'on a une cible intéressante, d'avoir ces 2 types d'informations. Et puis, l'autre élément intéressant, dans les 2 cas, on peut avoir le rayon de l'orbite de la planète autour de l'étoile. Et ça va nous donner sa distance par rapport à l'étoile. Et sa distance va nous permettre de calculer finalement peut-être la quantité de chaleur qui va arriver sur la planète. Hein, et donc se dire, est-ce qu'elle est positionnable en zone habitable? On reviendra là-dessus, mais ça veut dire, est-ce que la température peut être suffisante sur cette planète pour qu'elle puisse éventuellement avoir la vie qui se soit développée. Donc, on a pas mal d'informations avec tout ça. Aujourd'hui, on en est où? Bien, on a 4400, j'ai arrondi le chiffre, mais enfin 4400 planètes qui sont confirmées. Donc, il y a aussi des candidates, mais enfin, on va se borner aux 4400 confirmés. Et parmi ces 4400, on a 3200 systèmes planétaires. Ça veut dire qu'il y a, dans ces 4400, il y a au moins une planète sur une étoile à chaque fois. Et dans
et on en a 770 où il y a plus d'une planète qui a été trouvée. Il y en a 2, 3, 4. Et donc, on voit que les systèmes planétaires, finalement, sont quelque chose de courant et que notre système solaire, finalement, n'est pas spécialement unique de ce point de vue. Voilà déjà ce que cet échantillon nous permet de constater. Alors, pour l'instant, évidemment, on en trouve peu de la masse de la Terre, mais ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas, c'est parce qu'on n'a pas encore les outils pour les discriminer par rapport à des plus grosses. Hein. On va voir ce qu'on peut faire, mais c'est déjà dans un rayon, disons, quelques dizaines d'années-lumière, on a pu définir qu'il y a un certain nombre de planètes, pas très nombreuses, qui peuvent correspondre à des masses proches de celles de la Terre. Donc, avec tout ça, eh bien, ces chiffres-là, maintenant, on est à un stade où on peut faire des statistiques. Hein. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 planètes autour des étoiles? Est-ce que toutes les étoiles ont des planètes? Ben, la réponse semble être quasiment oui. Voilà. Et ça permet aussi maintenant de faire des modélisations, hein, puisqu'on a des données concrètes. Donc, avec les ordinateurs dont on dispose aujourd'hui, ben, on peut modéliser les systèmes planétaires et on verra que dans le système TRAPPIST, par exemple, on a pu, grâce à des modélisations, en déterminer la masse des planètes, par exemple. Et puis, ça va servir aussi, ces modélisations, pour les atmosphères des planètes, ce qui peut exister comme type d'atmosphère. Alors, évidemment, les résultats sont encore biaisés. On va voir pourquoi tout à l'heure, mais il y a des difficultés dans toutes ces méthodes-là. Hein. On ne peut pas toujours voir la planète. Ça va dépendre de l'angle de visée, de la sensibilité des instruments, de leur résolution, etc., etc. Alors, ce qu'on a trouvé aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diversité de systèmes. Bon, on peut maintenant avancer ça. On voit qu'il y a des géantes gazeuses. C'est des grosses planètes qui ressemblent à Jupiter, mais la grande surprise a été, d'ailleurs dès la toute première qui a été trouvée, c'est Jupiter chaud, c'est-à-dire des planètes aussi grosses que Jupiter qui tournent autour de l'étoile en des périodes très courtes. Alors, par exemple, 7 jours. Et elles sont chaudes parce qu'elles sont proches de l'étoile, mais ça paraissait impensable de voir des grosses planètes. Imaginons Jupiter aussi proche que Mercure, voire plus proche de Mercure, de l'étoile. Pourtant, ça existe. Alors, il y a des géantes gazeuses un peu plus petites qu'on va classifier comme des types Neptune. Hein. Et puis, il y a des super-terres rocheuses. Alors, la classification super-terre, on va voir tout à l'heure comment on fait cette classification. Mais enfin, c'est des étoiles des planètes qui sont plus grosses que la Terre et qui sont à la limite d'être des géantes gazeuses. Et puis, il y a les rocheuses de type terrestre. Évidemment, c'est celles-là qui vont nous intéresser au premier chef, essayer de les détecter, de les caractériser. Et puis, il y a même des catégories qu'on appelle des planètes océans, c'est-à-dire des planètes qui seraient entièrement, il n'y aurait pas de terre immergée, il n'y aurait que du liquide. Ouais. Comment? Non. Il y a des planètes océans qui sont des planètes entièrement couvertes d'eau probablement glacée. De l'eau liquide, on n'en a pas encore trouvé, mais enfin, on ne sait jamais, pourquoi pas. Ça peut être comme la Terre à ses débuts, hein, qui était une planète quasiment océan. Alors, maintenant que je vous ai donné toutes ces catégories-là, pour les astronomes qui trouvent des planètes, comment est-ce qu'on va différencier? Déjà, la première chose, c'est... il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert, là, on entend? Qui parle? Oui, la première chose à dire, déjà, il faut bien définir ce qu'on entend par exoplanète. Hein. Une exoplanète, c'est quelque chose, un objet qui s'est formé par accrétion, comme je l'ai montré tout à l'heure, une accrétion de matière dans le disque entourant une étoile qui s'est formée ou en formation. Donc là, on pourrait parler d'exoplanète. Et la difficulté, c'est de dire est-ce qu'on est en présence d'une planète ou d'une étoile d'ailleurs, parce qu'on sait que les systèmes d'étoiles doubles sont très nombreux, une grosse étoile à côté d'une petite étoile, etc. Donc, il faut pouvoir discriminer tout ça. Alors, il y a un chiffre, je vais vous expliquer après, qui a été déterminé, c'est le rayon terrestre, en parlant rayon terrestre. Alors, si on a fixé une limite à 1,6 rayon terrestre, en dessous de cette valeur-là, on peut estimer qu'on a une planète rocheuse, donc plutôt du type tellurique, comme on dit, solide. L'équivalent, ça serait à peu près 4 à 6 masses terrestres pour dire qu'on est en face d'une planète tellurique. Alors, si en plus elle se trouve, on arrive à montrer qu'elle est dans la zone habitable de son étoile, on pourra même parler d'une exotère. C'est un vocabulaire qui est utilisé maintenant.
Et bien sûr, si on est au-delà de ce 1,6 rayon terrestre, qui correspond à peu près à 6 à 8 masses terrestres, eh bien, on sait que la planète retient le gaz, les gaz légers notamment, l'hydrogène et l'hélium, et qu'à ce moment-là, ben, on est en présence d'une planète gazeuse du type Jupiter ou Saturne, etc. Ou, voilà, ou Neptune. Et dans ce cas-là, on sait que plus le volume augmente, et plus la densité diminue, et c'est ce qui fait qu'on est en présence de géantes gazeuses. Et justement, si on peut mesurer la densité, comme je l'ai vu tout à l'heure, en connaissant la masse et le volume, eh bien, ça va nous donner une indication déjà pour savoir si on est en présence d'une tellurique ou d'une gazeuse. Et puis alors après, on sort du domaine des planètes. Si on trouve que la masse est de l'ordre d'environ 13 masses de Jupiter à 70 masses de Jupiter, alors c'est des limites qui sont quand même un petit peu floues, mais enfin ça donne des ordres d'idées. Entre 13 et 70 masses de Jupiter, à ce moment-là, on est devant une catégorie qui n'est ni une étoile ni une planète, c'est les naines brunes. C'est une étoile avortée qui est très peu lumineuse, mais qui a quand même commencé à amorcer la fusion du deutérium dans son cœur. Alors que si on dépasse environ 70 masses de Jupiter, ça représente en gros 7% de la masse du Soleil, 0,07 masse de Soleil, eh bien là, on a l'amorçage de la fusion d'hydrogène en hélium et on est en présence d'une étoile qui s'est formée. Donc, vous voyez, c'est selon ce qu'on va trouver en masse, ça va nous donner une indication déjà du type d'objet que l'on a trouvé. Alors, on peut dire d'où vient ce chiffre 1,6 rayon terrestre pour faire la limite. Eh bien, en fait, il est issu d'une étude qui a été faite par Geoffrey Marcy 2014 et son équipe, qui était d'ailleurs un concurrent de Mayer et Kellos. Il aurait bien aimé trouver la première planète avant eux, mais il s'est fait devancer. Enfin, peu importe. Donc, c'est un spécialiste du sujet. Et ils ont montré, en faisant une étude sur 33 exoplanètes, que, vous voyez sur ce diagramme, il y a la densité des objets en vertical, en ordonnée, et en abscisse, on a le rayon de planètes. Quand on est sur un rayon de 1, on est sur des planètes du type Terre ou Vénus, vous voyez, près de là. Plus bas, on a Mercure, avec les densités qui sont là. Là, on a Mars, etc. Et on monte. Et quand on atteint cette valeur de 1,6 rayon terrestre, qui correspond à une densité, vous voyez d'ici un peu plus de 6 ou 7 grammes par centimètre cube, eh bien, la courbe descend. Donc, ça veut dire que la densité, le rayon augmente de la planète, mais en même temps, la densité diminue. Donc, ça veut dire qu'elle est plutôt gazeuse, puisqu'elle est plus grosse, mais elle est moins lourde. Donc, c'est comme ça, c'est ce point d'inflexion qui a déterminé cette valeur de 1,6 rayon terrestre. Donc, qui est vraiment utile déjà au départ pour se faire une petite idée de l'objet que l'on a trouvé. Alors, la surprise aussi, si on peut dire, d'abord on a trouvé qu'il y avait des exoplanètes, c'était déjà la première chose, la première surprise, mais ensuite, comme on a vu qu'il y avait beaucoup de systèmes multiples qu'on a trouvés, eh bien, on voit qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent en quelque sorte. D'abord parce que les étoiles ne sont pas toutes de la même taille. Il y a des très chaudes, très grosses, très lumineuses. Il y en a des qui ressemblent plutôt au Soleil. Il y a des naines rouges, etc. Il y a différentes températures d'étoiles qui correspondent à différentes masses d'étoiles. Et en plus de ça, on voit qu'il y a des systèmes qui n'ont rien à voir. Là, vous pouvez avoir 3 petites planètes du genre planète solide et puis une type Jupiter là, mais vous pouvez avoir seulement une planète Jupiter et rien d'autre. Ou alors des naines rouges, ici, qui sont des petites étoiles assez froides, avec plein de planètes telluriques. On verra que ça existe. On regardera ça plus près tout à l'heure. Ou alors, même une étoile un peu plus brillante, type solaire, avec plein de petites planètes autour. Donc, vous voyez que, en fait, c'est quelques exemples, mais pour les répéter, toutes les configurations sont possibles, puisque, comme je le disais tout à l'heure, dans le disque protoplanétaire, ça se forme par les lois de la gravitation, certes, mais après, c'est le jeu de quilles. Selon les rencontres qui se font, la densité de matière ou de poussière qui est disponible, ou de gaz, les configurations vont se faire d'une manière assez aléatoire. Alors, si on veut chercher des exoplanètes, on va les chercher plutôt autour de quel type d'étoiles? Maintenant, on va regarder. Alors, déjà, les plus nombreuses dans l'univers, pas que dans notre galaxie, mais enfin déjà, ce sont les naines rouges. J'ai pris ce diagramme qui montre les étoiles classées par classe spectrale, par couleur, si vous voulez.
ou taille, et en fonction de leur quantité, dans un environnement de l'ordre de 32 années-lumière de la Terre. Eh bien, là, on voit que les naines rouges représentent plus de 250 étoiles. Hein. Si on regarde les étoiles du type solaire, on est plutôt à moins d'une vingtaine. Si on regarde les naines brunes, celles qui sont ces étoiles avortées, bon, on est encore un petit peu en dessous. Et puis, alors, les très grosses étoiles, on n'a pas mis les hauts, mais les étoiles du type A ou F, très lumineuses, à très courte vie, elles ne sont pas très nombreuses. À la limite, elles ne nous intéressent pas trop, nous, pour la recherche des exoplanètes, parce que de toute façon, comme leur durée de vie est très courte à ces étoiles, elles auront peut-être eu le temps de fabriquer une grosse planète ou quelques planètes autour, mais elles ne vont pas vivre très longtemps. Donc, il y a peu de chances pour qu'on puisse s'intéresser à trouver la vie. Et puis, il y a les exoplanètes. Donc, si on parle du rayon de 32 années-lumière, vous voyez qu'on est autour d'une dizaine dans ce rayon-là, d'exoplanètes. Et puis, alors, si on va chercher un peu plus loin, pour les exoplanètes, on va chercher autour de 100, 200 années-lumière, hein, parce que plus on cherche loin et moins on a d'informations précises. Donc, il faut déjà essayer de chercher dans l'environnement relativement proche de notre Soleil. Alors, sur le bilan quantitatif, les géantes gazeuses représentent déjà les grosses type Jupiter 1359, les Neptune ou sous-Neptune, donc des gazeuses mais un peu moins grosses, 1400 et quelques. Donc vous voyez qu'au total, hein, on est à près de 3000 de géantes gazeuses qui sont définies par rapport à leur masse, par rapport à la masse terrestre. Des types super rocheuses, alors celles-là sont intéressantes parce qu'elles peuvent aussi abriter la vie, même des très grosses terres pourraient très bien abriter la vie, 1340. Et puis des planètes du type terrestre, on en a 163 de naines nombreuses. Quand on dit terrestre, ça peut être des planètes océans, donc avec de l'eau gelée en surface, du type Europe, hein, mais en planète. Et puis des rocheuses situées en zone habitable, pour l'instant, on en a de l'ordre de 20 à peu près. Donc c'est celles qui ont des rayons qui sont de l'ordre de moins d'1,6 rayon terrestre. Mais il ne faut pas que ça soit trop petit non plus, parce que si c'est trop petit, ça ne va pas trop nous intéresser. Donc on va descendre à des rayons un petit peu en dessous, mais pas beaucoup plus bas pour faire des cibles privilégiées. Maintenant, si je rapporte tout ça sur un diagramme de corrélation, qui est en abscisse, vous voyez, c'est la séparation en unité astronomique de la planète par rapport à l'étoile, et en ordonnée, on a la masse des planètes. Alors, on voit que la Terre, on est sur la Terre, Vénus, etc., sont dans cette zone-là, Mars, ici, Mercure, etc. Nos grosses planètes, Saturne, Uranus, etc., Neptune, Jupiter, se situent dans cette zone-là. Alors, ce que l'on voit, c'est que les planètes massives sont plutôt proches de l'étoile, parce que les moyens de détection sont plus faciles. Les méthodes dont on dispose favorisent ce type de planètes, parce qu'elles ont un mouvement, étant grosses, plus important sur l'étoile. Elles influent beaucoup plus sur le mouvement de l'étoile. Donc, c'est ce qu'on peut remarquer, surtout par les méthodes, que ce soit transit ou spectroscopique. Alors, les super-terres se trouvent là. Là, c'est masse de la Terre. Hein. Là, 10 masses terrestres. Donc, voici la limite. Vous voyez, les super-terres, c'est celles qui sont dans cette ellipse-là. Et puis, il y a les Jupiters chauds, donc ces grosses planètes gazeuses qui sont à moins d'une unité astronomique de leur étoile, largement moins quelquefois, et qui se trouvent là, plus ou moins massives. Et puis, on a, alors ça, en bleu, c'est des planètes qui sont trouvées majoritairement par la méthode des transits, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ou vélosymétrique. Voilà. Alors, pardon, vélosymétrique, on est plutôt sur ces planètes-là. Vous voyez, donc cette méthode-là permet de trouver plutôt ce type de planète. Et puis en imagerie directe, là où qui favorise de trouver des planètes très éloignées de l'étoile, mais plutôt massives, à cause de l'éblouissement de l'étoile, eh bien, on a des planètes qui sont à 10, 100 unités astronomiques, voire plus, de leur étoile. Alors, la ligne en bleu montre qu'en fait, à cause de la limitation de nos instruments, on n'a pas accès encore à tout le panel de planètes qui peut exister, hein, notamment celles de la taille de la Terre, mais on va y venir, on verra tout à l'heure, avec des instruments de plus en plus performants. Donc, vous voyez que la moisson est quand même intéressante et déjà assez
assez abondante hein, de planètes. Alors, le problème que je viens d'exposer, justement, selon la méthode utilisée de recherche, il y a des contraintes. Dans l'imagerie directe, par exemple, bon, il y a l'éblouissement de l'étoile. Alors, certes, il existe un moyen, c'est de mettre un coronographe, c'est-à-dire un disque, en fait, devant au foyer du télescope qui va masquer l'étoile de façon à ce qu'on ne voit que le pourtour de l'étoile. Donc, c'est une méthode qui est employée pour détecter une planète, voir si une planète peut ressortir dans le disque autour de l'étoile. Et comme il s'agit de planètes dans ce cas-là qui sont assez éloignées de l'étoile, eh bien, pour les observer, le temps d'observation est important puisqu'en fait, elles vont mettre, au lieu de mettre 1 an comme la Terre ou 11 ans comme Jupiter ou autre, si c'est un Jupiter, par exemple, elle va mettre 11 ans. Donc, pour qu'on puisse revoir l'observation, il faudra attendre 11 ans. Donc, quelquefois, on peut voir dans des phases intermédiaires le déplacement, on verra, il y a eu des cas comme ça, on voit le déplacement de la planète sur son orbite. Mais enfin, ça nécessite des temps assez longs. Donc, des observations répétées aussi. La méthode spectroscopique, alors, donc là, il faut déjà qu'on ait une étoile assez lumineuse de façon à pouvoir en capter la lumière, puisque la spectroscopie, c'est l'analyse du spectre de la lumière. Hein. Donc, si elle est lumineuse, on aura un spectre de meilleure qualité, et si on a un spectro qui est capable de donner une belle résolution, eh bien, on sera capable de détecter des mouvements des raies fins et surtout des très petits mouvements de raies. Donc, ça permet de trouver des étoiles finalement très petites. Plus on peut détecter des petits mouvements, et plus on peut détecter des planètes de petite taille. Alors, l'autre problème qu'on a sur cette méthode-là et la suivante photométrique, c'est l'inclinaison de l'orbite par rapport à l'observateur. Dans les deux cas, on a un observateur qui regarde une étoile et qui a vu qu'il y avait une planète qui tournait dans son plan d'observation. Mais ça a ses limites. Si l'inclinaison est supérieure à un certain degré, eh bien, dans le cas de la méthode photométrique, on ne verra pas d'éclipse, ou dans le cas de la méthode spectroscopique, eh bien, il n'y aura pas de mouvement engendré sur l'étoile pour qu'on puisse voir un déplacement de l'étoile suffisamment important. Donc, cette méthode spectroscopique, elle donne une masse minimum, c'est-à-dire on suppose qu'on a un angle, et si par hasard, eh bien, c'est mieux, si le plan était exactement dans l'axe, eh bien, la masse sera un petit peu supérieure. Donc, voilà la limite, en fait, déjà de cette technique. Alors, il y a aussi l'ellipticité de l'orbite. Hein. On a supposé qu'il était circulaire, mais dans bien des cas, il n'est pas tout à fait circulaire. Même quelquefois, il peut être très elliptique. Alors là, on peut le voir, on peut le mesurer quand même par la déformation de la sinusoïde qui correspond à la rotation à la période orbitale. Et puis, il y a aussi un autre facteur, c'est le rapport masse étoile, masse planète. Il est évident que plus la planète est massive et plus elle aura un mouvement important sur son étoile. Donc, les deux paramètres, masse de l'étoile, masse planète, évidemment, conditionnent les mouvements induits sur cette étoile et donc les résultats qu'on peut en obtenir. Et puis, temps d'observation, évidemment, il faut, pour valider une exoplanète, il faut que le temps d'observation soit quand même suffisant pour pouvoir mettre à disposition un télescope pour qu'on puisse voir au moins 3 ou 4 passages pour qu'on puisse valider l'existence de ces planètes et déterminer son paramètre minimum, sa masse. Et la méthode photométrique, donc la méthode des éclipses, eh bien, là aussi, elle est tributaire, donc, comme je le disais, de l'inclinaison de l'orbite. Sans ça, il n'y a pas d'éclipse, hein, si on n'est pas dans le plan. Mais si on est dans le plan, là, on aura un résultat. Alors, ce qui va aussi conditionner le résultat, c'est le rapport entre la surface de la planète et la surface de l'étoile. Évidemment, plus la surface de la planète est importante par rapport à celle de l'étoile, et plus le transit sera marqué, et plus on aura de facilité pour calculer son rayon. Donc, il faut connaître un petit peu les paramètres des deux. Mais vous voyez, ça crée un biais d'observation. Donc, il y a des tas de planètes qui nous passent à côté pour l'instant parce qu'on n'a pas le moyen. Si les planètes est perpendiculaire au système, hein, si on la voit de face, eh ben, on ne la détectera pas. Il faut trouver des mouvements, notamment par exemple la méthode astrométrique dont je parlais tout à l'heure. Alors, sur ces planètes extrasolaires qui ont été détectées, notamment, on va s'intéresser particulièrement
aux planètes potentiellement habitables. Finalement, c'est ça qui nous intéresse surtout. Et c'est celle dont on va dire que dans une tranche entre 0,7 et 2 masses terrestres, à peu près. Si on se focalise sur ces planètes-là, il va être intéressant de modéliser la dynamique de leurs intérieurs. Pourquoi? Parce que si on prend la Terre, par exemple, la Terre, elle est intéressante et il y a la vie. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons, évidemment, mais l'une de ces raisons, c'est qu'on a un noyau de fer, ensuite, on a un manteau de magma qui tourne, et ensuite, on a une croûte. Et ces trois couches font qu'entre les deux, ce magma qui tourne, il crée un champ magnétique. Donc, si on peut démontrer que par sa masse et ses paramètres, la planète peut générer un champ magnétique, ce sera déjà un élément essentiel pour dire s'il y a eu de la vie, elle a pu durer, elle a pu exister sans être détruite par le rayonnement de l'étoile, par exemple, qui la bombarde de photons ou d'électrons. Et puis également, qui dit champ magnétique aussi dit atmosphère. Champ magnétique, comme pour la Terre, protège la planète et lui permet d'avoir une atmosphère qui s'est développée. Donc on verra aussi qu'on va s'intéresser beaucoup à l'atmosphère. Et avec ces éléments-là, champ magnétique, atmosphère, eh bien, on a déjà des critères intéressants pour envisager une possible vie à la surface de la planète. Dans les atmosphères, on aura l'occasion, si vous êtes intéressé par ma conférence, le 19 mars, j'en ai prévu une autre pour parler plus exactement des atmosphères des planètes, parce que là, ça devient intéressant à partir de la recherche d'éléments de vie ou de traces de vie, molécules, preuves de vie. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, vous avez déjà vu voir ce tableau, je crois qu'il est exposé d'ailleurs à Andromède, à l'observatoire. En fait, il y a deux catégories de missions. Il y a les missions, la rangée d'en haut, ce sont des missions qui ont été dédiées aux exoplanètes. Donc, vous voyez que depuis la découverte de la première exoplanète, ça a motivé pas mal les agences spatiales pour développer des engins dont la tâche est de déterminer ces exoplanètes. Et dans la plupart des cas, dans celle d'en haut, c'est par la méthode des transits. Il y a eu COROT de l'agence européenne. Il y a eu Kepler qui a fait vraiment un travail énorme. Quand je disais qu'il y a plus de 3000 planètes qui ont été trouvées par la méthode des transits, c'est essentiellement dû à ce télescope Kepler, qui est maintenant dans une phase qu'on appelle K2, une phase réduite parce que il a été un peu dégradé, parce qu'il y a certains instruments qui ne sont plus opérationnels, mais il continue à être utile quand même pour repérer encore certaines planètes. Et puis, alors, actuellement, on dispose de TESS, qui est un télescope de la NASA, et de Cheops, je le détaillerai après, qui est un télescope de l'Agence européenne spatiale. Donc, on a ces deux appareils, ces deux engins, qui sont dédiés spécifiquement à la recherche et à la caractérisation d'exoplanètes, voir à quoi elles ressemblent. Et puis, à venir, on a la mission Plateau, et encore un peu plus tard, ça c'est l'Europe, vous voyez que l'Europe est bien motivée par le sujet, Plateau et Ariel, qui sont là. Sur la rangée d'en bas, ce sont les télescopes spatiaux, mais qui ne sont pas spécialement dédiés aux exoplanètes. Mais il y a Hubble, évidemment, qui marche toujours, et qui a fait un gros travail et qui aide souvent à déterminer s'il s'agit d'une exoplanète ou pas. Dans certains cas, il a travaillé là-dessus. Le télescope infrarouge Spitzer, qui vient d'être... sa vie a été arrêtée, il était en fin de mission, mais qui a fait un gros travail de détermination dans le domaine infrarouge, puisque certaines planètes qui sont relativement peu chaudes, peu lumineuses, peuvent être détectées en rayonnement infrarouge. Et puis, il y a Gaia, qui fait un gros travail actuellement de l'Agence spatiale européenne pour la détection d'exoplanètes. Sa mission, c'est surtout de faire une carte du ciel et de notre galaxie pour déterminer précisément les positions d'étoiles, mais également, il en profite pour positionner et trouver des exoplanètes. Et puis, le futur télescope Webb américain, qui sera, il est marqué ça, c'est pas le Webb, qui va être un instrument extrêmement intéressant, notamment pour différents aspects de la recherche d'exoplanètes, plus pointus. Alors, sur ces différentes missions, celles qui sont dédiées aux exoplanètes, vous voyez la mission TESS de la NASA. Alors, elles font toutes fonctionner par la méthode des transits.
TESS, il sert à caractériser des exoplanètes ou à déterminer, à en trouver. C'est un petit télescope, hein, mais il balaye tout le ciel. Et son but, c'est de trouver des planètes de type terrestre. La mission Cheops, pour caractériser des planètes extrasolaires, eh bien, lui, il est un peu plus gros, mais c'est des petits télescopes, mais c'est déjà suffisant. Il va pointer vers des étoiles avec des planètes qui ont déjà été observées pour essayer d'obtenir plus d'informations. Et à venir, maintenant, on a la mission Plateau de l'ESA. Alors, sur l'appareil, il y aura 34 télescopes, des petits télescopes, et qui vont viser des étoiles proches et essayer aussi de déterminer, trouver des planètes. Et puis plus tard, le projet Ariel, là, on ira plus loin, essayer de faire une analyse chimique des atmosphères des planètes, parce que c'est là, maintenant, c'est ça qui va nous intéresser dans le futur, c'est l'analyse chimique de l'atmosphère de ces planètes. Et puis le James Webb Telescope de la NASA, qui devrait partir en 2022. Il faut l'espérer, parce que s'il fait un aussi beau travail que Hubble, ce serait vraiment formidable pour l'astronomie mondiale, et qui devrait pouvoir, par l'imagerie directe, prendre en photo, en quelque sorte, des planètes, hein, éventuellement même dans le domaine infrarouge, puisqu'ils descendront dans le domaine infrarouge. Et éventuellement aussi trouver, par des méthodes de transit, l'atmosphère de planètes, déterminer l'existence d'atmosphère de planètes. Alors, j'ai parlé donc là des moyens dans l'espace. Il y a aussi au sol des très belles choses qui sont en préparation. Il y a un télescope américain, le Giant Magellan Telescope au Chili, qui va être à 24 mètres. J'ai mis un petit dessin ici. Ça correspond à 7 miroirs très particuliers comme design, mais 7 miroirs de 8,40 m, mais ça fait l'équivalent de 24 mètres. Mais surtout, l'Extremely Large Telescope européen de l'ESO, dont la construction a commencé, dont la première lumière est envisagée autour de 2025, et qui est au Cerro Paranal, au Chili, hein, là où se trouve le VLT, pas loin du VLT, du Very Large Telescope actuel. Et là, un miroir de près de 40 mètres de diamètre, un miroir segmenté, 520 tonnes de miroir, et il va nous apporter 15 fois plus de lumière que le Very Large Telescope actuel. Il va fonctionner en optique, évidemment, mais en infrarouge proche. Ce qui amène une définition extraordinaire, puisque plus le miroir primaire est grand et plus on collecte de lumière, et plus ça permet d'avoir une finesse de détection. Ça équivaut à 1 mm à 200 km, c'est pour vous dire. Alors, non content de ça, c'est bien d'avoir des très beaux télescopes, mais en plus de ça, maintenant, on sait faire des instruments qui sont montés au foyer de ces télescopes, qui sont hyper performants aussi. Sur le VLT, en mode interférométrique, un VLTI, où on peut coupler plusieurs antennes entre eux, puisque vous savez qu'il y a 4 télescopes de 8 mètres sur le VLT, sur le site du VLT. Eh bien, il y a un instrument qui s'appelle Matisse, qui a été monté. C'est un interféromètre infrarouge très puissant, donc qui permet d'étudier les zones internes des disques protoplanétaires et de capter la lumière de ces disques autour des étoiles et éventuellement une planète dans ces zones-là qui rayonne en infrarouge. Et puis il y a SPHERE, le spectrographe polarimétrique à haut contraste, qui va être utilisé pour l'imagerie directe et justement pour permettre d'isoler une planète, la lumière d'une planète éclairée par son étoile et qui soit quand même pas trop loin de l'étoile si possible. Donc là, sur le VLT, on a un miroir déformable qui permet de réduire les turbulences atmosphériques, c'est-à-dire le seeing. Et puis, Expresso, dont rien à voir avec le café, hein, qu'on prend tous après le repas, c'est évidemment la contraction de, j'ai marqué en anglais en dessous, hein, Échelle Spectrograph for Rocky Planets, Unstable Spectroscopic Observation. Autre terme, hein, il est monté sur le VLT. C'est un spectro très sensible et qui travaille dans le domaine du visible pour la détection de planètes rocheuses. Donc, c'est sa super finesse qui va pouvoir permettre de détecter des tout petits mouvements de déplacement d'étoiles engendrés par la planète. Et puis, moi, je vais vous montrer ensuite les sensibilités de ces appareils. Ensuite, il y a sur le futur donc, Extremely Large Telescope pour 2025,
un instrument performant qui va s'appeler HIRE, H-I-R-E, et qui va être un spectro également très sensible et monté sur le LT. Je ne vous dis pas les résultats qu'on peut espérer de ça, ça va être assez fabuleux, je pense. Si on regarde justement en termes de performance pour ces spectros, sur le spectro du télescope du début de 1995, pardon, on avait, avec le spectro Elodie, un déplacement de 7 mètres secondes avec le télescope de 1,93 m de l'OHP. En 2003, un peu plus tard, 10 ans plus tard, il y a le spectro HARPS qui a été monté sur des instruments de télescope en Amérique du Sud. On est tombé à 1 mètre seconde avec ce télescope de 3,60 m. Ensuite, à l'OHP, ils n'ont pas baissé les bras, et je crois que c'est bien parce que ce télescope avait été le premier à permettre de trouver une exoplanète, et finalement, ils ont joué le jeu et ils ont permis au site de l'OHP de continuer à vivre et être performant, et grâce à cette possibilité de détection d'exoplanètes. Et là, avec SOFIE, c'est un acronyme évidemment aussi, on est à des mesures de l'ordre de 2 mètres secondes, je crois. Et le spectro expresso sur le VLT dont je parlais tout à l'heure, eh bien lui, on tombe à 3 cm seconde comme précision, vous voyez. Et sur le futur sur le futur grand télescope ELT, on tomberait aux alentours de 2 cm seconde. Donc on est sur des précisions qui sont intéressantes parce que je vous ai mis en bas des chiffres. Si on regarde l'influence que la Terre a sur le Soleil, par exemple, on est à 9 cm seconde sur un an. Et Jupiter, il induit un déplacement du Soleil, si on le regardait par la tranche d'ailleurs, de l'ordre de 12 mètres secondes sur 12 ans. Donc, bon, un Jupiter, vous voyez, qu'Elodie à 7 mètres secondes, on pouvait le trouver. Par contre, la Terre, on ne risquait pas. Si on veut trouver des planètes du type terrestre et qui soient à une unité astronomique, ou en tout cas pas trop loin de leur étoile, eh bien, avec ce type de sensibilité en centimètres secondes, on a de bonnes chances pour pouvoir élargir la palette et se dire il n'y a pas que des géantes gazeuses, il y a aussi un bon nombre de planètes rocheuses autour des étoiles. Alors, quand on a tout ce panel maintenant de planètes trouvées, maintenant on regarde d'une manière un peu plus étroite, on dit quelles sont celles pour lesquelles on a des chances de trouver la vie. Alors, celles pour lesquelles on a des chances de trouver la vie, c'est celles qu'on dit être dans la zone habitable. En zone habitable autour d'une étoile, ça dépend évidemment de l'étoile. Est-ce qu'elle est plus ou moins chaude? Ça va déterminer une zone habitable plus ou moins proche de l'étoile et plus ou moins large. Alors, la planète habitable, c'est celle qui est dans la zone verte, c'est-à-dire comme la Terre, par exemple. Et celle qui est trop près de l'étoile, elle va être dans une zone trop chaude et on n'a aucune chance, ou on pense qu'il y a peu de chances de trouver une vie. Et puis au-delà, évidemment, on passe au niveau de la ligne, au-delà de la ligne de glace qu'on appelle, on est dans une zone trop froide et on ne peut avoir que des planètes gazeuses ou en tout cas des planètes qui ne sont pas à même d'abriter la vie. Et puis l'autre paramètre évidemment qu'on va associer à ça, c'est la masse de la planète en rayon terrestre. Donc la notion de zone habitable est quelque chose dont je vous entendrai souvent parler. Est-ce que la planète est dans la zone habitable de son étoile? Alors si elle est dans la zone habitable et que c'est une planète tellurique, on va se dire, ça veut dire qu'elle reçoit suffisamment de chaleur, mais ni trop peu, ni pas assez, ni trop, pour qu'on puisse avoir éventuellement de l'eau liquide à la surface, ou même si elle n'est pas liquide, en tout cas proche de ce point. Donc, si on admet que l'eau liquide est une nécessité pour qu'on puisse avoir la vie qui apparaisse ou qui soit apparue, on va se définir ça comme zone habitable. Alors, dans la zone terrestre, je parlais de l'observatoire Kepler spatial, qui a trouvé énormément de planètes, mais finalement, celles qui nous intéressent du type Terre et qui soient dans la zone habitable, donc en vert clair, là, il n'y en a pas tant que ça. Les confirmées, ce sont celles qui sont en bleu, une dizaine, ici, qui sont en bleu. Alors, il y a des candidates en jaune, bon, qui ont peut-être été trouvées depuis, mais on est toujours dans des quantités de cet ordre-là. Puis il y a celles qui sont dans la zone limite, là, ça serait un peu comme Vénus, quoi. Donc ça peut être bien comme pas bien, tout dépend des conditions de l'étoile et de son histoire.
il y a celles qui ne sont pas du tout a priori habitables. Alors, si on regarde un peu plus près, en fait, il y a les catégories d'étoiles qui vont nous intéresser, c'est les types G, les étoiles du type solaire, hein, en classe spectrale, ou les étoiles un peu entre les deux, les étoiles du type K, un peu moins chaudes, et puis les plus froides, hein, 2700, 3000 degrés, qui sont les naines rouges. Eh bien, Kepler, il a trouvé autour de ces naines rouges, par exemple, 4 planètes type terrestre. Autour d'étoiles de type K, il en a trouvé un peu plus ici. Là, il s'agit de naines rouges dans les deux cas. Et puis, autour des étoiles de type solaire, il y en a moins une, Kepler 452b, qui serait plus grosse que la Terre, ce serait plutôt une super Terre. Donc, c'est pour vous donner une ordre d'idée, mais que la taille de l'étoile, évidemment, va être un facteur important à prendre en compte. C'est justement ce que je veux vous montrer sur ce slide-là. Si on prend les 3 catégories, les naines rouges froides, les moyennement froides, les naines rouges, et les types soleil, bon, déjà, la zone habitable est plus proche de l'étoile quand elle est petite. Hein. C'est logique. Et le problème de ces naines rouges froides, c'est que comme la planète risque d'être proche, donc la zone habitable proche, le rayonnement X, le rayonnement néfaste, on va dire, sont abondants. Hein, c'est des étoiles qui ont des flares, enfin des jets de matière qui sont importants. Et donc, rayons X et autres, qui risquent de faire en sorte que si à l'atmosphère, il a pu être soufflé, ou en tout cas que le rayonnement est tellement intense que la vie n'a pas pu apparaître, tout du moins en surface. Par contre, ces étoiles, on a vu tout à l'heure, c'est les plus nombreuses. Et en plus, elles vivent très longtemps, l'ordre de 100 milliards d'années. Alors l'autre catégorie, c'était 73%, celle-là, ça représente en gros 13%, qui serait, selon les spécialistes actuels, la meilleure cible d'étoiles, type K, parce qu'elles sont moins exposées, enfin, elles génèrent moins de rayonnement parasite, déjà parce que la zone habitable est un peu plus loin, et donc il y a moins d'influence de ces rayonnements X sur une planète aux alentours d'elle. L'intérêt aussi de ces types d'étoiles, c'est qu'elles peuvent vivre jusqu'à 40 milliards d'années. Donc 40 milliards d'années, c'est des étoiles extrêmement stables sur la durée. Donc tout dépend à quelle époque, évidemment, de la vie, on regardera l'étoile et les planètes autour, mais ça a pu laisser le temps à une vie, comme sur notre Terre, de s'installer. Alors ça peut être une vie simplement microbienne. Hein. Quand on dit vie, hein, ça peut être trop petit, des cellules, simples cellules. Et autour du type solaire, évidemment, on connaît le rayonnement X, il est moins important. Mais alors après, ce qui peut changer la donne, c'est est-ce qu'il y a un champ magnétique autour pour protéger? Est-ce qu'il y a une atmosphère autour pour protéger? Tout ça, c'est des facteurs qu'il faut déterminer, comme je le disais tout à l'heure, pour affiner cette notion d'habitabilité autour d'une étoile. Alors, il y a d'autres critères d'habitabilité. Hein. Dans mon cours, j'en parle, il y en a au moins une bonne dizaine. Enfin, en gros, le plus important, c'est ça. Et on va retenir surtout zone habitable, zone où il pourrait y avoir une température telle que l'eau puisse être à l'état liquide. Un petit mot sur des exolunes, parce que pourquoi pas. Nous, on a bien des planètes du genre Titan ou autres, ou les planètes autour de Jupiter qui tournent, qui peuvent être potentiellement habitables. Et il peut y avoir une zone habitable autour de ces planètes géantes. Notamment, par exemple, on s'intéresse beaucoup dans notre système solaire aux satellites de Saturne Encelade ou de Jupiter Europe, qui sont dans les deux cas des planètes glacées, mais on pense que sous leur glace, en couche de glace, il peut y avoir une température telle que l'eau puisse être liquide et donc qu'une vie avec des remontées de différents matériaux organiques et de gaz puisse s'installer. Donc, il ne faut pas négliger les exolunes, mais enfin, c'est extrêmement difficile à détecter. Déjà, les planètes extrasolaires, ce n'est pas facile, mais des lunes autour de leur planète, c'est encore moins. Toutefois, il y en a quand même eu une qui a été détectée fin 2016 et confirmée. Je pense qu'elle a été confirmée par Hubble en 2018, Kepler 1325b, mais à 8000 années-lumière, vous voyez, c'est pas à côté. Mais ça serait une type Neptune autour d'une super Jupiter. Donc, c'est un cas de figure particulier. Bon, je vous ai mis ici une courbe de lumière pour montrer en transit ce que ferait la planète en passant devant. Et s'il y a une exolune autour de la planète, ça peut apparaître dans la courbe de lumière, si on est bien dans l'alignement possible.
Alors, je vois que voilà, bon, on arrête bientôt. Alors, il y a le système qui fait le plus couler d'encre aujourd'hui, ou qui intéresse le plus les astronomes, c'est le système des 7 planètes rocheuses qui gravitent autour d'étoiles TRAPPIST 1. Avec ce nom-là, vous imaginez que ça a été découvert par des Belges, puisque ça se réfère un peu à la bière. Et donc, c'est un système qui est à 40 années-lumière de la Terre. Il comporte 7 planètes que vous voyez ici, qui sont autour d'une naine rouge et qui est à 2550 K, donc une planète quand même, une étoile relativement froide. Elle représente environ 8% de la masse du Soleil, donc on est au-dessus de la limite pour que ça soit bien une étoile. Toujours est-il, c'est que toutes ces planètes-là, les 7, elles ont toutes une masse qui est de l'ordre de 15% par rapport à celle de la Terre, ou similaire, ou au-dessus ou au-dessous. Donc, elles ont toutes des bons critères. Elles ont été déterminées par la méthode des transits, donc on a pu avoir leur diamètre, mais on n'a pas pu les voir en spectroscopie. Donc, normalement, c'est la méthode qui aurait dû nous permettre de calculer la masse. Mais il y a une autre technique maintenant, les astronomes ne manquent pas d'idées, hein. C'est la mesure des variations des temps de transit. TTV, ça veut dire Transit Variation Time, c'est-à-dire que les planètes se perturbent les unes les autres dans leur transit, hein, comme Uranus a été découvert par les perturbations sur Neptune, par Le Verrier, eh bien, on a le même système. Quand on regarde les courbes, eh bien, on voit s'il y a des perturbations. Et ensuite, je crois que les astronomes ont utilisé en plus des modélisations pour faire tourner des systèmes sur ordinateur et pour en calculer la masse. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ces planètes, elles sont synchrones et les orbites sont presque en résonance. C'est-à-dire quand l'une, la plus proche, elle fait 8 tours, celle d'après, elle en fait 5, l'autre 3, 2, 4, etc. Donc il y a une résonance qui a été trouvée entre ces différentes planètes. Évidemment, l'inconvénient, c'est que c'est une naine rouge et les éruptions ultraviolettes et X sont assez intenses. Donc, il va falloir voir de plus près si ces planètes peuvent être dans les conditions telles qu'elles aient pu héberger la vie. Or, sur le nombre, il y en a 3 qui sont considérés comme étant en zone habitable. Si vous regardez sur la ligne du haut, on voit leur période orbitale. On est sur des périodes très courtes, hein. 1 jour et demi, 2 jours 4, 4 jours, 6 jours, 9 jours, 12 jours. Donc, imaginez que la planète, elle fait le tour de l'étoile en 9 jours, en 12 jours, en 6 jours pour les habitables. Si on les compare au système solaire, hein, elles sont à l'échelle, hein, donc on voit les comparaisons par rapport à la Terre. Vous voyez, on est dans des tailles très, très similaires sur ces différentes planètes. Alors ensuite, vous avez d'autres chiffres, hein, le rayon de la planète, sa densité, etc. Et toutes ces densités sont compatibles avec des planètes rocheuses. Hein. Là, vous voyez, la Terre est prise comme référence à une densité de 1. Ben là, on a des densités qui sont 1,02, 0,82, 0,76. Donc, voilà 3 bonnes candidates sur lesquelles tout le monde se penche pour voir si on peut mieux caractériser ces planètes-là, atmosphère notamment. Et puis, comme elles sont synchrones souvent, ça veut dire qu'elles ont toujours la même face, un peu comme la Lune par rapport à la Terre, qui est tournée vers leur étoile. Donc, ça pose la question de savoir, il y a un côté qui est chaud, l'autre côté qui est plus froid, mais est-ce qu'il y a un système de régulation avec une atmosphère qui peut faire que ça régule un peu entre les deux faces? Ça reste à voir. J'ai voulu vous mettre ça parce que pour montrer qu'il y a des systèmes qui sont un peu spéciaux, on n'aurait pas imaginé, des circumbinaires, c'est-à-dire une planète qui est en orbite autour de 2 étoiles. Et on voit en noir la planète, là, elle tourne autour de 2 étoiles qui elles-mêmes tournent autour l'une de l'autre, autour d'un centre de masse. C'est ce qu'on a représenté, évidemment, c'est un dessin d'artiste, là, d'une naine rouge et une géante gazeuse. Et ces deux-là tournent autour l'une de l'autre. Et notre Saturne, là, eh bien, elle fait le tour de tout ça. Donc, vous voyez que les cas de figure peuvent être très nombreux. Et quand on sait que 50% des étoiles dans notre système solaire sont des binaires, donc il faut aussi s'intéresser à ce genre de système, vous voyez, dont les 2/3 sont de la taille à peu près du Soleil comme étoile. Et enfin, on va bientôt terminer là-dessus, pile poil, il est 1 heure. Le système qui va être intéressant, c'est Proxima du Centaure. Comme son mot l'indique, c'est le système qui est le plus proche, l'étoile qui est la plus proche de nous. Elle est à environ 4,2 années-lumière de notre Soleil, de la Terre.
Mais là aussi, il s'agit d'un système double. On a alpha du centaure A, alpha du centaure B. B représente à peu près une étoile de type solaire. Alpha du centaure A est plus gros, mais on a une planète qui tourne autour des deux. Donc vous voyez qu'on est dans le cas de figure tel que je l'ai montré tout à l'heure. Proxima du centaure, donc C, c'est le nom de l'étoile, une naine rouge, a une planète qui s'appelle Proxima B, puisqu'on met toujours une lettre B, C, D, etc., pour les planètes selon leur ordre par rapport à l'étoile, de proximité par rapport à l'étoile. Donc, ça a été déterminé par la méthode des vitesses radiales avec le télescope terrestre HARPS et en spectro. Proxima, donc cette planète B, aurait une masse de l'ordre de masse mini, de 1,17 masse terrestre, éventuellement un peu plus, et sa période orbitale est de 11,2 jours. Alors, vu sa proximité, elle est vraisemblablement verrouillée, toujours présentant la même face par rapport à l'étoile. Y a-t-il de l'eau liquide, évidemment? Telle est la question. Donc, comme elle serait en zone habitable, avec le spectro espresso sur le VLT, on va pouvoir rechercher d'une manière un peu plus précise ces caractéristiques. Donc, c'est affaire à suivre, intéressante. Et puis, sur cette même étoile, Proxima, on a trouvé autour une deuxième planète, a priori, qui serait une super Terre, alors qui soit, elle, à 1,5 unités astronomiques de l'étoile, qui représenterait environ 12 masses terrestres, donc on est au-delà des 10 masses terrestres dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une planète du type Jupiter, quoi, et qui aurait une période orbitale de 5,2 ans. Voilà, donc ça a été trouvé avec des données du télescope Hubble et avec le spectrosphère qui montait sur le VLT en France, enfin au Chili, pardon. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui, là où on en est sur toutes ces exoplanètes. Alors maintenant qu'on sait de les détecter, on en a détecté pas mal, plus de 4000. Maintenant, la communauté des astronomes intéressés par le sujet des exoplanètes, on appelle ça l'exobiologie, les exobiologistes, eh bien, ils vont tenter de les caractériser. À quoi ressemblent ces planètes? Sont-elles habitables? Comme je le disais tout à l'heure, essayer de caractériser leur intérieur, savoir si elles peuvent générer un champ magnétique, par exemple. À quoi ressemble leur sol? Est-ce que c'est du solide? Est-ce que c'est liquide? Est-ce que c'est les deux? Ou est-ce que c'est de la lave? La Terre, en fait, au départ, c'était de la lave. Il ne faut pas oublier qu'à la création de la Terre, la croûte terrestre est apparue quelques centaines de millions d'années quand ça s'est refroidi. Et puis l'atmosphère. Alors l'atmosphère, aussi, on en parlera si vous voulez la prochaine fois. Il faut le caractériser à une époque donnée. On voit que la Terre a une atmosphère qui a varié énormément depuis sa création. Donc, c'est un élément à prendre en compte aussi quand on va s'intéresser à ça. Donc, voilà. Si vous voulez la suite de l'histoire, notamment par rapport à l'atmosphère, je vous donne rendez-vous dans un mois, le 19 mars, à la même heure. Et en attendant, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Voilà. Donc, voilà. Je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. C'est qui? Madeleine Mesure. Oui, ça me dit quelque chose, Madeleine Mesure. Oui, eh ben, je voudrais savoir si le fait de tourner autour de son étoile à toute vitesse, comme en 6 ou 8 jours, pourrait avoir une influence sur une forme du vivant. Est-ce que le fait de tourner très vite influence par rapport à une rotation comme la nôtre ou... Oui, bah, c'est sûr qu'en tournant très vite, ça fait varier un certain nombre de paramètres très vite au niveau gravitationnel, etc. Donc, c'est un peu difficile de répondre à la question parce qu'on sait que la vie a pris tellement de chemins différents pour exister, même sur la Terre. Dans mon cours, j'ai un chapitre sur les extrémophiles. Quand on voit dans quelles conditions la vie peut s'organiser et subir des pressions très, très variables, on ne peut pas l'exclure. Mais enfin, ça a certainement une influence, mais il y a peut-être des organismes qui ont pu s'adapter à de telles conditions. Pourquoi pas? Mais est-ce que l'atmosphère nous protège de la vitesse de la rotation? L'atmosphère, ce qui protège de la rotation? Non, l'atmosphère, il protège surtout de l'exposition aux rayons X et rayons UV qui sont dommageables pour tout organisme vivant.
Par exemple, mais c'est pas toujours c'est pas toujours suffisant, parce qu'on regarde sur Vénus, par exemple, l'atmosphère est extrêmement dense, il tourne beaucoup plus vite que la planète, hein, et pour autant, il n'y a pas la vie en dessous non plus. Mais parce il est tellement épais qu'il y a un effet de serre énorme et la température n'est pas de telle sorte que ça puisse être habitable. Ok, merci. Voilà pour les atmosphères. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a assez de recul pour avoir vu évoluer, par exemple, une exoplanète qu'on observe? Par exemple, les Jupiter chaudes, j'imagine qu'elles ont une durée de vie pas très longue. Est-ce qu'on a pu, par exemple, en voir disparaître en cours d'observation? Ben, je ne crois pas. Bon, c'est sûr que les Jupiters chauds, en fait, notre Jupiter, il a peut-être été un Jupiter chaud d'ailleurs au début, hein. Si vous avez entendu parler du modèle de Nice, Jupiter a migré plus proche pas autant que les Jupiters chauds, mais enfin, il a migré proche de notre étoile et ensuite, par le jeu d'influence entre planètes, il est parti sur une orbite plus externe. Mais ce genre d'étoiles, elles peuvent être, tout dépend de la masse en fait des deux. Elles peuvent être absorbées éventuellement, ça peut être un cas de figure, hein. Si elles perdent de l'énergie, elles peuvent être absorbées par l'étoile à terme ou être expulsées vers l'extérieur. Mais tout est possible. À ma connaissance, on n'en a pas observé encore. Enfin, on n'a pas suffisamment de recul pour le voir, Oui, hein. oui, c'est ça. Merci. Pardon, c'est René Brun, bonsoir. Oui. Ouais, donc là, j'ai entendu tout de même la remarque que vous parlez des étoiles qui avaient 40 milliards d'années, 100 milliards d'années, alors que la limite du Big Bang, c'est 13 milliards d'années, quoi. Oui, mais c'est tout à fait ça. Il y a des étoiles qui sont nées et qui ont encore l'univers à 13,7 milliards d'années à peu près. Donc, il y a des étoiles qui sont nées il y a peut-être 4 milliards d'années ou 5 ou 6. Elles en ont encore pour longtemps. Si tant est que l'univers a une expansion qui leur permette d'aller jusqu'au bout, hein. Ça, c'est une question cosmologique. Oui, ça n'a rien à voir. Merci. Hein? Oui, d'autres questions pour l'instant? Je vais... alors, attendez. Merci Didier. Je vais arrêter le partage d'écran. Ah oui, tiens, ben voilà, Bernard. Voilà, on revoit tout le monde. Je ne voyais pas tout le monde avec ça maintenant. Voilà, ben, je vois qu'on est 39, c'est bien. Ça fait plaisir de partager avec vous ce moment. Et... Bonsoir. Il y a d'autres questions? Bonsoir Sabine. Bonsoir Sabine. À tous. Oui. Et bonsoir et merci, c'est très intéressant. Et puis ça rejoint beaucoup de questions qu'on se pose là actuellement avec cet amarcissage d'hier. Oui. Moi, j'ai l'impression, c'est pas vraiment une question, mais j'essaie de mettre ça au clair dans ma tête. J'ai l'impression qu'en fait, il serait miraculeux, ou plutôt stupéfiant, extrêmement étonnant, vu le nombre d'exoplanètes, etc., de ne pas trouver dans l'univers d'autres formes organiques, avancées, plus ou moins avancées. Donc, ce serait stupéfiant de ne pas en trouver. Et parallèlement, ce serait stupéfiant de trouver, vu toutes les contraintes, parce qu'il y en a une quantité stupéfiant, de trouver une forme de vie élaborée. Voilà. J'ai l'impression qu'on en est un petit peu là dans ce qu'on pense ou attend. Oui, en fait, quand on fait l'exobiologie, un des domaines de l'exobiologie, c'est s'intéresser aux extrémophiles. Hein. Dans mon cours, j'en parle pas mal parce qu'en fait, déjà, on essaye de voir quelles sont les limites du vivant sur la Terre. Les conditions les plus extrêmes, mais dans tous les domaines. Chaleur, pression, salinité, etc., gaz. Et on voit que ça permet de fixer des limites. Par exemple, dans le froid, on sait que certaines bactéries peuvent supporter moins 15 degrés, que d'autres peuvent monter à même jusqu'à 110 degrés sans être pour autant détruites, etc., etc. D'autres qui sont multi-adaptatifs, hein, qui s'adaptent à plein de paramètres, pression, rayon X, etc. On a mis des bactéries sur la Station spatiale internationale exposées au vide stellaire pour voir comment elles réagissaient. Mais il y en a qui ont vécu un mois, un an, sans être détruites. C'est dire que les limites, on essaie de les fixer par rapport à ce qu'on peut connaître sur Terre. Et déjà, elles sont très larges.
Mais quand même, ça permet de se dire, si on va sur une planète, par exemple sur Mars, sans aller plus loin, où on dit qu'il fait moins 70 degrés, etc., on a des pressions plus faibles, c'est tout à fait vraisemblable que la vie ait pu s'installer en profondeur. Parce qu'en surface, bon, il y a les rayonnements, etc., mais en profondeur, quand on fait des prélèvements dans le désert d'Atacama, dans les déserts de sel, à 2 mètres sous terre, voire au-delà, on trouve des bactéries qui vivent. Des bactéries qui utilisent l'eau qu'elles prélèvent avec le sel en profondeur et qui ont trouvé, par des mécanismes chimiosynthétiques, le moyen de s'installer et de vivre. Donc, et dans les milieux les plus extrêmes, dans les profondeurs des océans, où on a des pressions de 100, 500, 1000 fois la pression qu'on a en surface, on a trouvé dans des mines en Afrique du Sud, à 1000 mètres sous terre, des bactéries qui vivent. Elles n'ont pas de lumière, elles ont très peu d'eau, elles prélèvent tout dans la roche qui est autour. Donc, vous voyez que tous les cas de figure sont possibles, il ne faut rien s'interdire. Ouais. Et il y a même peut-être des cas auxquels on n'a pas idée d'adaptation du vivant à des zones qui paraissent impensables. Ce qu'il faut, et je commence par ça dans mon cours d'exobiologie, c'est de voir quelles sont les conditions de départ pour que les molécules, pour que la chimie fasse que, un jour, on passe une transition du chimique, de réactions chimiques, à des réactions capables de s'autocatalyser, de se reproduire pour devenir du vivant. Hein, la chimie, on sait qu'elle est capable de faire des systèmes autocatalytiques tout bêtement, hein, avec les éléments moléculaires qui existent. Donc, tout est possible et peut-être qu'un jour, on aura le moyen, avec des instruments plus fins, de détecter des éléments. Mais si vous assistez au prochain cours, je vous expliquerai justement qu'est-ce qui fait quels sont les signes qui permettent de dire qu'il pourrait y avoir une vie. Évidemment, on ne sera pas sûr à 100%, mais il y a quand même des signes qui pourraient être extrêmement prometteurs. Donc, c'est ce qu'on essaiera de voir la prochaine fois. Merci. Mais je ne veux pas vous le dire aujourd'hui parce qu'il faut du suspense un peu quand même. Ben, oui. Alors, rendez-vous dans un mois, rendez-vous dans 4 semaines exactement. Exactement. Et on remercie Didier. C'était fort passionnant. Merci. Merci à vous aussi tous. Hein. Merci Didier. Bravo. C'est super, bravo. Ça fait plaisir de vous voir aussi les uns les autres. Merci. Voilà. Merci. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. J'ai pas vu tout le monde, mais bon.